Donc, vu ce système, nous avons vu comment on peut calculer les efforts antérieurs. C'est un cas particulier de système qui n'est pas une structure, c'est un mécanisme, mais pour lequel il est possible de calculer les efforts antérieurs pour la raison que la courbe inférieure est la courbe funiculaire de chargement opposé. Eh bien, on va regarder en effet cette histoire de mécanisme, on va regarder en détail pourquoi je vous ai dit que ceci est un mécanisme. Alors, je vais euh, modifier un petit peu ce dessin afin de le mettre sur une forme qu'on a plus l'habitude de travailler. Tout d'abord, effectivement, on avait mis des rotules en nœuds. Bon, on va les mettre pour ne pas oublier que chacun de ces nœuds est en fait les lieux de rotation possibles entre éléments qu'ils joignent. Et puis, il est aussi intéressant de enlever les efforts qui sont là et les remplacer avec des liaisons cinématiques qui peuvent être simplement un appui, par exemple, à droite et une rotule à gauche. Les forces, je les fais descendre un petit peu et je les mets en pointillé parce qu'en fait, il s'agit de l'effet de la liaison. C'est la réaction générée par la liaison qui se trouve là. Les forces F qui sont en haut, au contraire, elles sont visibles parce qu'elles correspondent au chargement. Bien, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre si ce système-là est un mécanisme ou une structure. Donc, pour ce faire, en effet, on n'a pas besoin de regarder les forces appliquées, il suffit de faire une analyse cinématique. Je passe sur une image qui contient donc moins d'informations, qui se limite à montrer la géométrie et les liaisons, et je vais compter les liaisons cinématiques et les poutres en jeu, les corps rigides en jeu, afin de faire le bilan déjà des dégâts de liberté, des dégâts de blocage. Alors, il faut imaginer, il faut savoir que quand j'ai trois poutres liées ensemble ou trois bielles liées ensemble au niveau des nœuds, ce système est un triangle, évidemment, et il peut être considéré comme un seul corps rigide. En fait, il est connu que la géométrie du triangle est telle que la forme du triangle ne peut pas changer sans changer au moins l'un des trois longueurs des trois côtés. Et puisque nous avons fait l'hypothèse que quand on fait l'analyse, nous avons dit que quand on fait l'analyse du mouvement, on fait l'hypothèse que les corps sont tous des corps rigides, eh bien, les bielles qu'on considère former les trois côtés du triangle sont donc des bielles de longueur immuable et le triangle est par conséquent indéformable. Et donc on peut en déduire qu'il est possible d'imaginer la partie numéro 1 et la partie numéro 3 du système que j'ai indiqué en gris comme deux corrigides. En plus, j'ai épaissi la ligne par laquelle je vais tracer les montants centrales. Je vais donner le numéro 2, je vais le considérer comme le corps 2 du système, alors que les bielles horizontales qui lient les corps 1 et 2 et 3, et puis ces bielles inclinées, je vais les considérer comme des liaisons cinématiques de type justement bielle. Je peux donc procéder au calcul des dégâts de liberté, dégâts de blocage. Les dégâts de liberté sont 3 fois le nombre de poutres, ce qui signifie 9, parce que nous avons 3 poutres. Les dégâts de blocage antérieur, I, sont un nombre égal au nombre de bielles, parce que chaque bielle introduit un seul blocage intérieur, donc il y en a 4. Et le dégât de blocage extérieur, il est donné par 2 à cause de la rotule et 1 à cause de l'appui simple, donc 3. On voit que la différence 3P moins I moins E est effectivement un nombre positif, ce qui signifie donc 3P moins I moins E est égal à 9 moins 7 et donc 2. S'agissant d'un nombre positif, on sait que le système est un mécanisme, donc à moins, un minima avec 2 degrés de liberté, parce qu'en fait, les liaisons cinématiques introduites sont un nombre inférieur au degré de liberté initial des poutres, ou des corps rigides plutôt dans ce cas,
mis en jeu, et donc le nombre de degrés de blocage est inférieur de 2 unités au nombre de degrés de liberté, donc nous avons un minima 2 degrés de blocage à ajouter si on veut transformer cette structure en mécanisme. Alors, pour se rendre compte de quelle est le, la manière, une manière, ou quelles sont des manières possibles pour générer ces blocages dont on parle, on peut raisonner de plusieurs manières différentes. Le premier raisonnement peut consister à dire, sachant que les triangles sont effectivement des, des éléments qu'on peut regarder comme des éléments rigides, ce qu'on a fait pour les triangles 1 et 3 ici, on peut questionner la présence des trapèzes qui se trouvent entre le corps 1 et le corps 2, celui-ci, et entre le corps 2 et le corps 3, et dire si ces deux trapèzes sont transformés chacun en deux triangles, effectivement, on se retrouve avec un ensemble de triangles dans le système, et puisque chacun de ces triangles est non déformable, on pourra analyser les systèmes globalement pour voir si cette déformabilité, ou plutôt si cette indéformabilité des triangles se transfère sur le système, c'est-à-dire si le système lui-même, il devient une structure avec tous les mouvements empêchés par les liaisons cinématiques et par la géométrie. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité est aussi simplement de faire une analyse du mouvement qui est autorisé en ce moment par les liaisons. Donc, on va suivre cette piste. Alors, les centres de rotation du corps numéro 1, je vais les dessiner ici. Le centre de rotation du corps numéro 1, par construction, correspond avec l'axe de la rotule auquel le corps est attaché. Je fais orange, comme ça on voit que c'est la même nature. Voilà. La même chose, donc, pardon, pas la même chose. Donc, pour voir où se trouvent les centres de rotation relative entre les corps numéro 1 et les corps numéro 2, on va suivre les deux bielles qui les relient. En fait, la bielle supérieure est une bielle horizontale. Puisque une bielle est une liaison simple, elle introduit un degré de blocage et on sait que le centre de rotation relative introduit par cette bielle doit se trouver sur l'axe de la bielle. La même chose est valable pour la bielle qui se trouve en bas. Je vais prendre cet élément-là et je vais le prolonger parce que le centre de rotation relative d'après cette deuxième bielle doit se trouver effectivement sur cet autre axe. Alors les deux axes ont un point commun. Je vais faire un peu plus grand. Voilà, les deux axes ont un point en commun. Et donc, dans cet endroit où se trouve le point commun des deux axes, on peut placer les centres de rotation relative entre le corps 1 et le corps 2. Une situation similaire se produit au niveau de la liaison cinématique qui relie le corps 2 et le corps 3. En fait, la symétrie du problème me permet de travailler par symétrie. Voilà. Évidemment, ici, il faut que je mette les termes
C2, 3. Et puis finalement, il faut que je pense au centre de rotation absolu du corps numéro 3. Par construction, par définition pardon, de l'appui simple, il doit se trouver sur cette droite qui passe par l'axe de l'appui, qui est défini par l'axe de l'appui. Et puis, il doit être aligné avec le centre de rotation du corps numéro 2 et le centre de rotation relative entre 2 et 3. Or, nous ne savons pas pour l'instant où se trouve le centre de rotation du corps numéro 2 et nous ne pouvons donc pas tracer une droite qui va relier ces centres C2 avec le centre C2-3 afin de trouver où cette droite intersecte la ligne d'action de l'appui pour savoir où se trouve effectivement le point C3. Ce que nous savons, c'est que le corps numéro 2 va se déplacer avec le corps numéro 1, donc son centre de rotation absolue va se trouver sur la ligne droite qui joint C1 et C2. Donc C2, on va l'indiquer. C2 doit se trouver sur cette ligne. Voilà. Il se trouve quelque part sur cette ligne, on ne sait pas exactement où, mais il est nécessaire qu'il se trouve sur cette ligne quelque part parce qu'il doit être aligné avec C12 et C1. Bah, cette information est suffisante parce que C3 doit être aligné avec C2 et C2-3, et étant que C2 se trouve sur l'axe en question, alors C3 va se trouver exactement au point où l'axe croise la ligne d'action de l'appui, ce qui se produit ici. Et donc c'est là que nous avons C3. On peut remarquer que le point dans ces mouvements, donc le point C2, reste indéterminé. C'est un point quelconque sur cet axe. Il n'est pas forcément ici, il pourrait être à l'infini. Donc on a une indétermination dans la position de ce centre, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de dessiner une seule famille de mouvements, il est possible de dessiner plusieurs familles de mouvements en fonction de l'endroit où on va placer ces points C2. Ceci est cohérent avec le fait qu'on a trouvé que ce mécanisme est un mécanisme avec 2 degrés de liberté. Un mécanisme avec 2 degrés de liberté, donc un mécanisme dont les mouvements ne sont pas entièrement définis par un positionnement unique de tous les centres de rotation, mais il va falloir que l'un de ces centres de rotation reste en fait indéterminé avec une indétermination de degré 1, c'est-à-dire ici, et c'est bien qu'on trouve, le point C2 peut se déplacer sur une droite. Donc on a un paramètre indéterminé dans le choix de la position du centre de rotation du corps numéro 2. Par contre, un mouvement quelconque dans cette famille a 2 paramètres de mouvement qui sont permis par ces mécanismes. Et par exemple, on peut prendre un cas particulier dans lequel C2 se trouve à l'infini dans la direction horizontale. C'est une possibilité, c'est donc un point particulier de cette ligne horizontale, notamment le point à l'infini. C'est-à-dire, on va tracer des mouvements dans lesquels le corps numéro 2 ne fera que des translations verticales. Ça nous permet d'avoir en fait une famille de formations de cet objet, de mouvements de cet objet qui sont symétriques, parce que la bielle numéro 2 qui se trouve sur l'axe des symétries, elle va bien rester verticale, donc la symétrie va être conservée. C'est un choix comme un autre. Et ça, voilà, on peut continuer. Donc on va indiquer le fait que ces deux se trouvent à l'infini sur la direction horizontale.
Oui, c'est bien. Voilà. Et maintenant, on va dessiner par les méthodes. Donc, maintenant, tous les points sont définis. On va dessiner par les méthodes habituelles ce déplacement. Donc, on va se donner un axe de référence pour dessiner les déplacements. Ceci, on n'aura pas besoin. On va le mettre un peu à côté. Voilà. On va donc, comme d'habitude, hein, projeter les centres de rotation absolue sur l'axe en question. Ici, donc, c'est C1'. Et C3', il se trouve de l'autre côté. Ces deux primes, on ne pourra pas le dessiner parce qu'il se trouve à l'infini. Voilà. Alors, on peut prendre un axe. On peut représenter donc le mouvement du corps 1 par un axe ayant une rotation arbitraire. On va se donner un petit angle de rotation de par exemple 5 degrés, juste pour visualiser les choses. Donc, un mouvement comme celui-ci représente le mouvement du corps numéro 1. Il va passer par le centre C1' qui est ici. Juste pour mieux le visualiser, je vais indiquer un peu mieux ce point. Et alors, cet axe représente le mouvement du corps numéro 1. Évidemment, il est valable dans la zone où le corps lui-même se projette. Donc, la partie qui nous intéresse de ce mouvement, elle est là. Je vais la dessiner un peu plus épaisse. On trouve les centres de rotation relative déplacés là où la projection de ces centres rencontre la ligne en question, c'est-à-dire ces points-là. C'est en fait un point C1', il vaut mieux que je l'écrive comme ça. Et puis, à partir de ces points, on va indiquer les déplacements du corps numéro 2. C'est donc un déplacement de translation verticale. Donc, je vais imaginer une ligne horizontale qui représente donc, ce déplacement de translation verticale à partir du point commun entre le corps 1 et le corps 2, qui est leur centre de rotation relative. Donc, ici, sur les verticales du corps numéro 2, je trouve sa position déplacée dans le mouvement. Évidemment, on ne voit qu'un point, qui est celui-ci. Je vais l'indiquer par une petite bille. Là, ça, c'est la quantité, enfin, le déplacement du corps numéro 2, et ça, c'est la quantité de son déplacement vers les hauts dans ces mouvements particuliers qu'on est en train de dessiner. Et on peut aussi dessiner les bielles, la projection du mouvement des bielles qui sont là. Donc, je vais la faire aussi un peu plus épaisse, parce que je vous rappelle que ces bielles ne sont que un choix de modélisation pour faire le dessin, mais ils représentent quand même des parties de la structure. Donc,
Voilà. Et pour la suite du dessin, évidemment, les choses sont symétriques. Donc, je retrouve l'intersection entre la- le déplacement du corps numéro un, pardon, le déplacement du corps numéro 2 et le centre relatif 2, 3 à ce point-là. D'accord, je vais prendre ici. Ça, c'est donc C2, 3'. Et une fois que j'ai identifié C2, 3', je peux tracer les mouvements du corps numéro 3. Je sais d'ailleurs par symétrie si je n'ai pas fait d'erreur de construction de construction géométrique, enfin si je n'ai pas fait d'erreur de précision de construction géométrique, il me semble que ça fonctionne à peu près. Les points, évidemment, C3' est un point fixe, voilà, ça correspond. Ceci donc est le déplacement du corps numéro 3. Et je vais pouvoir le représenter avec ça, parce qu'en fait c'est pareil. Voilà. Et puis, donc la symétrie me permet facilement d'accéder à la fin du dessin qui est là. Donc ceci représente les déplacements verticaux des éléments du système que je voulais représenter. Alors si je veux avoir sur ces éléments une représentation graphique de ce qui se passe, ceci n'est pas difficile. Je vais prendre le corps numéro 1, pardon. On avait pris une rotation de 5 degrés pour le représenter. Les voilà. Le corps numéro 3, il a une rotation de 5 degrés dans l'autre sens. Le corps numéro 2, on a dit qu'il remonte de cette quantité. Et nous pouvons donc le représenter ici. Le reste de la structure, du mécanisme plutôt. Voilà. Il me reste de reprendre les biais des verticales. Et puis, ces deux pièces-là. Voilà le déplacement en question de ce système. Qu'est-ce qu'on constate? Pourquoi j'ai voulu faire cette étude? Ce que je peux constater, c'est que j'avais ces trapèzes, en effet, qui ont changé de forme.
Vous voyez que la diagonale qui était la plus longue des deux est devenue maintenant la plus courte, et la diagonale qui était la plus courte est devenue la plus longue. Donc il est possible de bloquer des mouvements de ce type en introduisant un élément qui empêche ce changement de longueur. Il suffira par exemple d'introduire un élément ici qui va empêcher à cette diagonale qui est actuellement la plus longue de devenir plus courte. Automatiquement, l'autre ne pourra pas changer. Ou inversement, je peux introduire une diagonale ici qui va empêcher la diagonale donc, qui actuellement est la plus courte de s'allonger, par exemple, ou de s'accourcir davantage, peu importe, enfin, de faire n'importe quel mouvement. Et ceci va bloquer automatiquement aussi l'autre diagonale. Alors, est-ce que l'introduction d'un blocage antérieur, donc l'une de ces deux diagonales, suffira pour bloquer les mouvements? Eh bien, non, parce que nous savons que pour bloquer définitivement les mouvements, il faut introduire 2 degrés de blocage, et là, on en a un seul. Ce qu'on observe dans ces mouvements qu'on a dessinés, c'est qu'en effet, il s'agit d'un mouvement symétrique, et donc l'introduction d'une seule diagonale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et va éliminer la possibilité de ce mouvement particulier. Mais attention, on a dessiné un mouvement symétrique dans une famille de mouvements qui sont possibles pour ces mécanismes, parce que c'est un mécanisme à 2 degrés de liberté. Il faudrait donc, une fois qu'on a bloqué une de ces deux diagonales, donc la première diagonale ici, regarder quels sont les autres mouvements qui peuvent se produire et agir afin de prévenir ces autres mouvements, donc introduire un degré de blocage en plus pour prévenir cet autre type de mouvement. Eh bien, je vais faire économie de cette partie du travail en vous disant qu'effectivement, en introduisant la deuxième diagonale, on peut parvenir à la stabilisation complète du système qui devient alors un système isostatique. On va donc imaginer de revenir sur le système initial, qui est celui-ci. Et sous ce système, introduire par exemple ces diagonales-là, eh bien ceci est une structure isostatique, et on va, dans un deuxième temps, on va d'abord faire des réflexions sur les, les systèmes qu'on avait trouvés sans les diagonales, et dans un deuxième temps, on va ajouter les diagonales pour étudier finalement cette structure isostatique qui est le résultat de notre travail.